Aujourd'hui, c'est la rentrée des ministres et dans 10 jours, ce sera la rentrée des classes. La rentrée de l'école inclusive, celle qui reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser, qui veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Je vais vous parler des difficultés auxquelles moi et des milliers de femmes faisons face. Pourquoi j'en parle ouvertement? Parce que je pense que les Français doivent savoir qu'à l'heure où notre République est malmenée par une caste politique vivant dans l'opulence, des mères luttent sans relâche pour défendre le droit à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, des mères et leurs enfants handicapés subissent l'exclusion sociale dans l'indifférence de notre gouvernement. Je vais vous expliquer à travers mon témoignage comment il est possible aujourd'hui en France que des enfants vivent sous perfusion de discrimination, exclus de l'école de la République et que leurs mères soient privées de l'accès à l'emploi. Ça va paraître surprenant ce que je vais dire, mais l'ennemi numéro un, quand on a un enfant handicapé, n'est pas le handicap en lui-même. Le handicap est là, on a appris à le connaître et nous lui faisons face. L'ennemi numéro un est un ennemi beaucoup plus improbable, celui dont on a mis lieu de pouvoir penser qu'en fait il est contre vous. Je parle de l'éducation nationale. Quand vous êtes une jeune maman, que votre enfant a 3 ans, que vous en avez 28 et la vie devant vous, il est dans la suite des choses de scolariser votre enfant pour qu'il puisse se sociabiliser et que vous puissiez reprendre une vie professionnelle. Enfant handicapé ou pas, c'est parfaitement légitime. Alors il faut savoir que depuis 2005, des lois existent pour garantir l'intégration des enfants en situation de handicap à l'école. Je trouve qu'elles sont plutôt bien faites. En revanche, là où ça coince, et pas qu'un peu, et il est important que les Français en soient informés, c'est que leur mode d'application se fait au bon vouloir de chaque école. Les lois garantissant la scolarisation des enfants handicapés sont régulièrement appliquées de façon arbitraire par les enseignants, cautionnées par les directions d'établissement et les rectorats laissent faire. Ce n'est heureusement pas le cas dans toutes les écoles, il y a des intégrations réussies, mais pour combien d'exclusions scandaleusement passées sous silence? Je vais vous expliquer la démarche à suivre pour inscrire sa tête blonde à l'école. Une fois son handicap reconnu par la Maison des personnes handicapées, la fameuse MDPH, un an avant la rentrée de septembre, vous remplissez un dossier pour demander une assistante de vie scolaire, que l'on appelle communément AVS. Cette AVS sera missionnée pour s'occuper uniquement de votre enfant pendant toute la durée de la classe. La MDPH statue et vous envoie une notification vous attribuant cette AVS et le nombre d'heures dont votre enfant va en bénéficier. Le précieux sésame en main, vous inscrivez votre enfant dans l'école de votre commune. Ceci fait, vous pouvez commencer à souffler. Vous pensez vraiment que tout va être fait pour intégrer votre enfant. Vous êtes confiant. Votre enfant sera dans la classe avec son AVS rien que pour s'occuper de lui. Franchement, comment ça aurait pu mal se passer dans ces conditions? Le grand jour de la rentrée arrive, vous lui avez acheté des belles chaussures, un joli jean, une chemise, il ressemble à un ange. Votre enfant est heureux et vous êtes très fier. Votre enfant va pouvoir apprendre à son rythme grâce à son AVS et il va se sociabiliser au contact des autres enfants. Et vous, sa mère, vous allez pouvoir reconstruire votre vie professionnelle. C'est l'effervescence. Vous rencontrez les autres parents et là, vous cherchez votre AVS. Hâte de rencontrer la personne qui va soutenir mon enfant. Mais personne n'est là. Alors vous vous tournez vers l'enseignant qui vous annonce que les recrutements ont pris du retard, qu'on ne sait pas quand quelqu'un sera recruté. Mais madame, il va falloir attendre. Mais ça veut dire qu'il ne pourra pas venir en gros. Non madame. Mais quand sera envoyé l'AVS? Oh ben on ne sait pas, sûrement pas avant mi-octobre, voire novembre madame. Le bras de fer a commencé dès le premier jour. J'ai insisté et nous sommes venus quand même le lendemain. Pour 1 heure et j'ai assisté moi-même mon enfant. Ça se passait très bien. Mon enfant s'intégrait, il découvrait la vie sociale. Il faut que les Français sachent que l'intégration des enfants handicapés est une chance de l'école de la République. Comme tout enfant, les enfants handicapés ont besoin du contact avec les autres et les enfants sans handicap ont besoin de grandir avec la différence de l'autre. C'est dès la maternelle que l'on forge les citoyens et citoyennes de demain. La tolérance et le vivre ensemble s'apprennent dès 3 ans. Au bout de 3 semaines, le directeur m'annonce « Il va falloir que ça s'arrête, madame, ne venez plus demain. » Je n'étais pas d'accord et je n'ai pas eu le choix. Voilà la solution de l'éducation nationale. Restez chez vous, madame, avec votre enfant. Ce, en toute illégalité, puisque je découvrirai plus tard qu'il est interdit de refuser un enfant dès lors que celui-ci est inscrit dans l'établissement. Handicap ou pas, c'est la même règle pour tout le monde. Mais ça, personne ne vous le dit à ce moment-là, parce qu'il faut le dire, vous êtes seul. J'ai contacté Ouest France pour leur parler de mon deuxième réseau de parents d'enfants handicapés que je venais de créer sur Facebook et les informer par la même occasion de la situation de mon enfant. J'ai eu un premier article qui a permis à mon réseau de commencer à s'étoffer, mais qui a aussi eu effet de débloquer la situation de l'école en seulement quelques jours.
De retour à l'école, le directeur me félicite pour ce coup de pression. C'est bon, la VS est là, tout va pouvoir rentrer dans l'ordre, la Terre va pouvoir à nouveau tourner rond. Ah bah non. Parce que par la suite, mon enfant n'allait tolérer qu'une heure par jour. Au début, c'était, disait-on, pour ne pas le perturber, pour l'intégrer progressivement. Ah ok. Les semaines passées, je venais chercher mon enfant que je voyais s'épanouir de plus en plus, aller vers les autres et s'ouvrir aux activités. Au bout d'une heure, je venais et je l'interrompais pour partir. Je demandais régulièrement à son enseignante à ce qu'il reste plus longtemps. Non, madame, votre fils ne peut pas. Alors que je voyais que mon enfant pouvait faire bien plus, on me maintenait le contraire. Qui peut décider de diminuer un temps de scolarité pour le bien d'un enfant? Réponse, un médecin scolaire. A-t-on fait intervenir de médecins scolaires? Non, à aucun moment. Ça aussi, on ne vous en informe pas. C'est l'enseignante qui a décidé seule ce dont était capable mon enfant ou non, en toute illégalité, et je n'avais pas mon mot à dire. Ce qui est dérangeant, c'est qu'une fois l'école, entre guillemets, débarrassée de mon enfant, l'AVS, donc son assistante, restait et était détournée de ses fonctions pour s'occuper des autres enfants. Une assistante maternelle utilisée sur le dos des enfants handicapés avec l'argent de vos impôts et cotisations. La deuxième rentrée en 2015 n'a pas été mieux, avec le maintien contre mon gré de mon enfant en petite section avec les tout-petits, dont certains avaient tout juste 2 ans et demi. J'ai invoqué le fait que le laisser avec les tout-petits allait le faire régresser. Ah non, madame, c'est pas possible. Un matin de novembre, nous arrivons tranquillement, j'installe mon enfant en classe, je m'apprête à partir, et on vient m'annoncer que la VS n'est pas là, elle est absente, et que mon fils ne peut pas rester. Personne n'a pris la peine de m'avertir plus tôt. J'ai immédiatement proposé de rester l'heure avec lui, vu qu'il était installé au milieu des autres enfants. Non, madame. J'ai traversé toute la classe. Mon fils était sagement assis avec les autres enfants. Je lui ai demandé de se lever, je lui ai mis son manteau, et nous avons quitté la classe. L'humiliation de trop. Après ça, j'ai vraiment pensé que le problème venait de l'école. J'ai pris la décision de déménager pour offrir une deuxième chance à mon fils. En un mois, nous étions partis et nous avons emménagé à 10 kilomètres. Nouvelle ville, nouvelle école, nouvelle ardoise. Je donnais aussi une deuxième chance à l'éducation nationale. Mais l'insupportable a continué. Quand on a un enfant handicapé, c'est un drame de déménager. 1. L'AVS ne vous suit pas. 2. Il a fallu 4 mois pour organiser une réunion préalable d'inscription que nous avions déjà faite quelques mois plus tôt. Oui, 4 mois. Nous avions quitté l'école précédente avant les vacances de Noël. Mon fils a intégré sa nouvelle école au retour des vacances de Pâques. C'est pas faute pourtant d'avoir relancé tout ce petit monde de l'école et du rectorat de Caen. Faut attendre, madame. Fin avril arrive, et là, on m'annonce de nouveau que mon enfant n'ira qu'une heure à l'école, qu'on ne peut rien y faire, que l'on ne recrutera personne, qu'il fallait qu'il se contente de l'AVS déjà en place pour un autre enfant. Voilà, c'est ça ou rien, en toute illégalité, en piétinant sans aucun état d'âme les droits de mon enfant. Je me suis plainte, je n'ai pas été écoutée ni entendue à aucun moment, jusqu'au point de mon retour. Le coup de grâce, ce fut en juin dernier lors de la sortie de fin d'année organisée par l'école. Cette sortie était prévue au zoo. Tout l'événement a été organisé sans aucune considération pour mon enfant. Il a été exclu d'office et moi, sa mère, on ne m'a même pas pris la peine de m'informer de la tenue de cette sortie. Je m'y suis tout de même rendue avec mon enfant et là, ce fut un vrai scandale. Il y a eu une altercation verbale dans laquelle ces mots ont été lâchés à mon encontre devant mon enfant. Mais madame, l'exclusion sociale, c'est pas votre enfant qui la vit, c'est vous. Le rectorat de Caen, qui a qualifié cette affaire de malentendu, n'a pas pris la peine de me contacter après mon dépôt de plainte contre l'éducation nationale pour discrimination. Des personnes payées par vos impôts et cotisations ont abusé de leurs fonctions et ont piétiné les droits de mon enfant, mais aussi les miens. Car lorsqu'un enfant ne va pas à l'école, c'est aussi à une mère qu'on anéantit toute vie professionnelle, une femme qui n'a pas accès à l'emploi ni à la formation. Et ce n'est pas la faute de son enfant et encore moins celle de son handicap. Ce que nous avons vécu, entre autres, avec l'éducation nationale, des centaines de familles ont également vécu. Les noms, madame, sont milliers. Et comment je le sais? Ce groupe Facebook dont je vous ai parlé au début, celui qui a attiré l'attention d'Ouest France, eh bien, il change tout. Parce que pour tenir le coup moralement, très rapidement après la naissance de mon enfant en 2011, je me suis dit que nous ne devions pas être les seuls à faire face. J'avais déjà rassemblé sur Facebook 350 parents dont l'enfant avait souffert d'anoxie cérébrale. Ce groupe m'a beaucoup aidé à comprendre et accepter le handicap, mais je trouverais trop restreint pour aborder des problématiques d'ordre plus général. Le handicap de nos enfants est là et fait partie de nous. Mais qu'en est-il de nos vies de femmes, de nos vies sociales, de nos vies professionnelles?
En 2004, j'ai créé l'Union des mamans d'enfants handicapés que nous siglons UME. Lors de sa naissance, nous étions 2 et aujourd'hui nous approchons des 3000 personnes. Handicap International nous a cité dans sa publication Déclic en mai dernier comme étant un des réseaux sociaux d'entraide parentale les plus actifs. L'UME, c'est quoi? C'est une fenêtre d'échange permanente, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permet aux femmes de communiquer, de s'informer de leurs droits et de ceux de leurs enfants. L'UME permet de rompre l'isolement. Sur l'UME, il n'y a pas de barrière, toutes les cultures sont présentes, tous les milieux sociaux, que des femmes partageant le point commun d'avoir un enfant handicapé, et ce lien est vraiment puissant. Au fil des mois, l'UME est devenu un formidable lieu d'échange, mais elle est aussi devenue un exutoire. Exutoire d'une forme de violence morale que l'éducation nationale inflige à de nombreux enfants handicapés et à leurs familles. L'UME regorge de témoignages d'exclusion de la vie scolaire vécue par des enfants en raison de leur handicap. J'ai personnellement reçu des centaines de témoignages après l'affaire du zoo. Il y aurait largement de quoi déclencher des enquêtes dans tous les rectorats de France. L'Union des mamans d'enfants handicapés est une association qui n'a jamais bénéficié d'un seul euro de subvention et qui pourtant aide efficacement les familles. Un autre point important, de quoi on vit quand on a perdu son emploi, que l'on vit seul et que l'éducation nationale ne tolère votre enfant qu'une heure par jour. Eh bien vous vivez du RSA et d'une pension versée par la MDPH pour laquelle vous devez prouver par A plus B tous les 18 mois que votre enfant est bien handicapé. Ensuite, une fois par an, vous recevrez une lettre de la part de votre conseil départemental qui vous menace de vous couper le RSA si vous ne cherchez pas un emploi. Ça m'est encore arrivé le mois dernier. D'ailleurs, la question de la vie professionnelle des mères d'enfants handicapés me taraude l'esprit depuis des années. Mon engagement ne date pas d'hier. Déjà, en 2013, j'avais approché M. Michel Sapin, qui était alors notre ministre du Travail lors de sa visite à Caen. Je lui remettais un courrier dans lequel je l'interrogeais sur la question de l'accès à l'emploi lorsqu'on est mère isolée avec un enfant handicapé. Je n'ai pas eu de réponse. Mon premier silence de la République. C'est alors que j'ai décidé que ma seule chance de travailler serait de créer mon activité. J'ai donc créé un troisième réseau en novembre 2015 que j'ai nommé UME Elles Entreprennent. Le but est de réunir des femmes souhaitant créer leur activité pour pouvoir travailler tout en s'occupant de leur enfant handicapé. Nous sommes à ce jour 80 femmes. Il suffit d'avoir une bonne idée, de la développer et de la porter devant des professionnels comme des incubateurs de projets. C'est ce que j'ai fait. J'ai moi-même mon idée que j'ai présentée au réseau des pionnières de Caen. On m'a donné ma chance et j'ai intégré leur réseau une journée par semaine pendant 2 mois pour que je puisse développer mon idée. Aujourd'hui, je continue de développer l'Union des mamans d'enfants handicapés. Je porte mon projet professionnel qui suit son cours tout en élevant mon enfant dans l'amour et la tolérance. J'estime que la grandeur d'une nation se mesure à la façon dont ses enfants sont traités. Et je le dis, les enfants ne sont pas traités équitablement au sein de l'école de la République. Nous, les mamans d'enfants handicapés, ne pardonnons plus l'exclusion sociale et la discrimination subie par nos enfants. Aujourd'hui, je lance l'invitation à notre ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, de venir accompagner mon enfant à sa rentrée des classes le 1er septembre à 8h45 à l'école de Louvigny. J'invite également notre ministre du Travail, Madame Myriam El Khomri, à venir s'entretenir avec moi sur le sujet de la situation professionnelle et l'entrepreneuriat des aidantes familiales lors de l'apéro entrepreneur qui aura lieu ce 8 septembre à Caen. Et enfin, j'invite aussi notre ministre du Droit de la Famille et des Femmes, Madame Laurence Rossignol, à venir s'entretenir avec les mamans de l'UME sur la condition sociale des aidantes familiales lors de l'Assemblée générale de l'UME qui aura lieu le 4 octobre prochain à Caen. Si vos personnes ne peuvent se déplacer, peut-être serez-vous au moins représentés. Merci de m'avoir écouté et vive la liberté, l'égalité et la fraternité.